Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 35 de Pen Thunder, le seul podcast français sur OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, malgré un Thunder qui ces derniers temps ne nous fait pas vraiment plaisir. Là je suis obligé de l'avouer quand même, on va pas revenir sur le dernier match, c'est sûr. Je suis quand même en ligne avec Constant qui a fait ce dernier match en live, c'est lui que vous avez eu, comment ça va Constant? Ça peut aller mieux, hein, globalement, c'est évidemment, mais vous vous doutiez, si vous suivez un petit peu le compte depuis déjà quelques mois, voire même depuis une année et demie, vous saviez très bien que si ça devait arriver pour quelqu'un, ce match, cette défaite, fallait forcément que ça tombe sur moi. L'année dernière c'était moi pour Indiana, l'année dernière c'était moi, là c'est toi. Ouais, mais alors là, par contre, j'ai récupéré le trône de Non, la t'as voilà. poissarderie, alors là, Non. venez le chercher. Hein. Et en plus, je défendais, notamment près de toi, en mode, non, en vrai, on fait des matchs, c'est pas si embarrassant que ça, etc. Ouais. Et derrière, ils me font ça. Là, j'ai, ouais, bon, bon, voilà. Littéralement la veille, hein. Ouais, non, Littéralement la veille. Moi, j'avais dit que ça commençait à devenir embarrassant. Pierre était en mode, non, c'est pas si embarrassant que ça. Le lendemain, il se réveille, il a vu une défaite de moins ouais. 73 points. Il m'a dit, Constant a quand même dit, et est-ce que c'est assez embarrassant maintenant? Je dis, bon, là, je peux rien dire. Là, je m'avoue vaincu. Non, mais tu vois, il y a des équipes qui ont 17 titres, genre les Celtics, les Lakers, etc. Mais ils ont un record qui n'appartient qu'aux Thunder, c'est la pire défaite de l'histoire à domicile et la pire défaite de toute l'histoire de la NBA. Tout ça en l'espace de 6 mois, hein. C'est quand même... bon, on peut dire ce qu'on veut, mais bon, quand t'as deux phénomènes qui arrivent comme ça, il y a peut-être des raisons qui peuvent expliquer ces défaites-là, et c'est pas juste des accidents. Qu'on n'est pas très fort, Ouais. faut quand même le dire. Aujourd'hui, on va quand même s'éloigner un petit peu de l'actualité. On va reparler terrain, pas mal, puisque pour la 3e fois, on va réaliser un épisode consacré uniquement à un seul joueur. L'année dernière, si vous les avez écoutés, vous vous en souvenez sûrement, on avait fait un épisode sur Darius Bazley, on avait ensuite fait un épisode sur le fameux Aleksej Pokusevski, et cette année, le premier joueur à avoir ce privilège, ou pas d'ailleurs... Première extérieure. Ouais. C'est Lou Dort. Honnêtement, ça fait un moment qu'on l'a en discussion. C'était le prétendant numéro 1 après les deux autres. Là, surtout avec l'évolution récente de son jeu, on s'est dit que c'était le bon moment. Et avant de le décortiquer justement son jeu, qu'on voit un peu ce que l'on voit de lui sur le terrain, là, sa projection. Petit retour en arrière d'abord, là je vais beaucoup parler, c'est peut-être un peu la définition Wikipédia de début de podcast pour vous rappeler qui est Lou Dort, pour ceux qui suivent un peu plus loin ou autre. Lou Dort, 22 ans désormais, Canadien, ça vous êtes pas passé à côté, 3e saison NBA, Montréal, oui Québec, parce qu'il parle français. 3e saison NBA maintenant, issu d'Arizona State où il a passé qu'une seule saison, donc one and done pour lui. Le début de carrière NBA de Lou Dort, il est pas forcément idéal, mais son parcours va vite devenir assez spécial, j'ai presque envie de dire légendaire, parce que en vrai, vu l'évolution, ça peut vite devenir quelque chose. Parce que Dort... C'est un conte de fées, hein. De quoi ? Honnêtement, c'est un peu un conte de fées. Ouais, c'est pour ça, c'est lui, le mot que je cherchais, ouais, c'est un peu le conte de fées. Dort est non drafté le soir de la draft, ça commence mal donc, et bizarrement, il n'a pas été drafté alors qu'il était annoncé fin de premier tour, début de second tour, donc c'est un oubli un peu de ces drafts-là, il avait chuté, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être pour le shoot, etc. Et il y en a un qui n'est pas passé à côté de ça, c'est Sam Presti, qui l'a appelé le soir de la draft pour lui le signer en tout et contract, que Lou Dort a bien sûr accepté, et Dort va commencer la saison suivante en G-League avec le Blue, et il sera appelé pour la première fois avec le Thunder début décembre 2019, avec notamment une perf intéressante contre Utah où il avait défendu sur Mitchell, mais sa vraie aventure NBA, elle va commencer mi-janvier 2020, donc la même saison, quand il bénéficie des blessures à l'aile, si vous en souvenez, c'est l'équipe avec Chris Paul, avec Shea, Terence Ferguson, voilà, il y avait du Diallo, et là, il n'y a plus personne, tout le monde est blessé, Dort est rappelé, et il va être installé à l'aile définitivement, puisqu'il va starter un match après être sorti du banc, et il va être titulaire aux côtés de Chris Paul et de Shea, notamment sur le backcourt, et Dort va prouver soir après soir qu'en fait, défensivement, il a un vrai apport pour cette équipe-là, il est capable de stopper beaucoup de monde dans la ligue, presque tout le monde, j'ai envie de dire. Excuse-moi de te couper, mais faut quand même le rappeler. Premier match en tant que titulaire, c'est un match lors du Martin Luther King Day à Houston,
où il défend le plomb sur James Harden très très fort, et où OKC fait un énième comeback, puisque il limite James Harden à 1 sur 17 à 3 points ce soir-là, quand même. Hein. Premier match en tant que starter, t'as James Harden, tu le limites à 1 sur 17 à 3 points, et OKC qui s'impose en sortant à 41-20 dans le quatrième quart. Enfin voilà, c'était la team magique. Aujourd'hui, c'est nous qui prenons des 41-20 dans le quatrième quart. Par Houston, justement. Ouais. Et c'est la saison où la NBA est coupée à cause du Covid, et qu'il y aura la bulle ensuite en fin de saison, et entre la bulle et cette coupure, Presti est obligé de prolonger Lou Dort qui arrive à la fin de ses jours, je pense, de Toué, et de toute façon c'était prévisible. Il le prolonge avec un contrat d'une valeur famélique, dont on va parler, je pense, en fin de podcast, on va parler contrat, mais tout le monde le sait que c'est un des contrats les plus valuables de la ligue maintenant. Dans la bulle, Dort célèbre plutôt bien son nouveau contrat, parce que en playoff, il a un rôle prépondérant face à Houston, encore une fois, face à Harden, avec un duel très intéressant, et bien sûr ce match 7, là pour le coup légendaire, où il en met 30, et qui se finit malheureusement par ce compte d'Harden sur sa tentative à 3 points, mais il éclate un peu à la face de la NBA sur cette série de playoffs. L'année d'après, c'est le début de la reconstruction, c'est l'année dernière, là vous vous en souvenez bien, Dort est déjà une pièce majeure de l'équipe, peut-être déjà une pièce majeure du futur, même de la franchise j'ai envie de dire, et là encore il prouve soir après soir qu'il a le potentiel pour être All Defensive Team, déjà, mais aussi il se montre plus en attaque, et c'est ce qui pousse aussi un petit peu à ce podcast, c'est que il montre des choses en attaque dans une équipe qui a pas beaucoup de talent, il est obligé de se montrer, il est obligé d'avoir la balle en main, son tir extérieur progresse, ses pourcentages augmentent, bien qu'il y ait de l'irrégularité, on y reviendra, plus de ballons dans les mains, certains flashs intéressants globalement, mais là on se dit, ok, ça sera peut-être un free and D, il y aura peut-être quelques flashs, mais on a encore du mal à le projeter comme un grand attaquant. Et cette année, Dort est déjà un des plus anciens de l'effectif, c'est un cadre, c'est sûr, et avec le manque de talent et de création, notamment avec certaines absences récemment, Dort est très responsabilisé en attaque, et il a eu une période où il a bien montré, il a bien utilisé ses ballons, avec 5 matchs d'affilée à plus de 20 points, et on peut désormais se poser encore plus de questions sur son potentiel offensif, et c'est ce qui va être très intéressant de voir dans ce podcast. Voilà, j'ai fini ma présentation. Constant, toi, juste un sentiment sur le début de carrière de Dort, et peut-être encore plus sur sa progression depuis son arrivée, et ce conte de fées, ça tu l'as très bien dit, c'est le mot que je cherchais. Non, moi je me rappelle très bien de sa saison rookie, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des photos qui étaient postées sur le compte Twitter de Casey où ça parodiait le record de Wilt avec les 100 points marqués sur une feuille avec le nombre de points de Luguentz-Dort. Vous avez une photo, il y a Luguentz-Dort qui avait marqué ses 2 premiers points en NBA, où il y a lui vraiment dans le vestiaire avec, je crois, Bazley et Amilou Diallo, où il y a 2 marqués sur une feuille. Depuis il a tapé les 1000 points déjà en NBA, donc voilà, ça montre qu'il a bien progressé. Puis je me rappelle aussi, petite anecdote, il y a le vrai premier gros match offensif de Lou Dort, c'est contre les Kings, où il met 23 points, 8 sur 12 au tir et 5 sur 6 à 3 points. Je me souviens de Kings FR qui avait tweeté, bon, on pouvait pas leur en vouloir, mais qui avait tweeté, on prend 23 points de Lou Dort, entre parenthèses, who? Je pense que maintenant, sachant qu'il leur a planté un game winner aussi cette saison, je pense que les Kings maintenant connaissent bien Luguentz-Dort. Puis la bulle, il s'est sublimé face à James Harden, son game 7 reste incroyable. Malgré que ça soit terminé de manière un peu tristoune, mais sans lui, OKC n'est pas du tout dans le match. Après, oui, sa progression, le jump se fait principalement l'année dernière, entre la saison dernière et celle de la bulle, et sa saison rookie. Cette saison, on a l'impression qu'il progresse offensivement, on a l'impression qu'il a plus la balle en main, etc., etc. Vous allez voir que c'est pas forcément le cas. Les axes de progression, en fait, cette saison pour Luguentz-Dort, ils sont surtout en termes de réussite et de réussite près du cercle. Après, oui, défenseur exceptionnel, c'est le troisième joueur c'est le troisième joueur qui est dans la franchise depuis le plus longtemps, qui est encore ici, qui est encore là après Darius Bazley et Shea. Donc oui, moi la progression de Luguentz-Dort est étonnante parce que chaque année il franchit quand même un nouveau palier. Voilà, ça on en parlera un peu en fin de podcast, mais au niveau de sa projection pour le futur, est-ce qu'il peut encore progresser, ça ce sera un débat qu'on pourra avoir. Du coup oui, Luguentz-Dort est un joueur qui me déçoit très rarement. Il y a beaucoup de joueurs où je suis frustré de certaines de leurs performances. Un Darius Bazley, un Poku me frustre, même un Shea sur ce début de saison a tendance à me frustrer. Lou Dort me frustre très rarement, même quand il est maladroit. Je trouve qu'il fait rarement de très grosses erreurs, que ce soit défensivement ou offensivement.
presque une question de réussite, mais ouais, en termes de développement, c'est peut-être le projet chez Exclu, parce que voilà, c'était quand même pas le même potentiel et pas le même joueur à son arrivée en NBA, mais Luguensdorf se rapproche d'une progression entre guillemets à Jeremy Grant, comme d'un modèle de progression où vraiment le joueur est parti de pas grand chose pour devenir vraiment très très intéressant. Je pense que vraiment Jeremy Grant et Luguensdorf sont depuis 4-5 ans les deux plus grandes réussites au niveau développement du Thunder. Non, mais je te rejoins complètement déjà sur cet aspect où en termes de régularité, c'est vrai que Dort, peut-être cette année, c'est le joueur le plus régulier d'OKC. Peut-être. Ça dépend sur quel point, mais dans l'investissement et dans ce qu'il produit soir après soir, on s'en rapproche actuellement. Et après, comme tu l'as très bien dit, le vrai gap et le vrai pas de progression de sa carrière, c'est l'année dernière, où son rôle a forcément augmenté. On verra comment, etc. Mais 2 fois plus de tirs pris par rapport à sa première saison, bah forcément quand t'as plus Chris Paul, etc. à côté, le pourcentage à 3 points qu'augmente, tu passes de moins de 7 points à 14, enfin, t'as un vrai rôle qui est pris par ce joueur-là, où tu te dis, ben là, autant pour l'instant c'est plus qu'un role player, qu'est-ce qui sera dans le futur, ça sera notre fin de discussion, mais là pour l'instant c'est une deuxième ou troisième option pour OKC, et ça c'est un rôle qu'on lui prévoyait pas à ses premiers matchs, et comme tu le dis, quand il était inconnu dans la ligue, alors que maintenant, honnêtement, le fan lambda NBA sait qui est Lou Dort, sait ce qu'il apporte, sait que c'est un joueur correct, plus même j'ai envie de dire, tu vois. Correct. Quand même. Ouais. Je pense que c'est même un joueur que beaucoup aimeraient avoir. Je pense que pour les fans, je sais pas, mais je pense que les 29 autres GM de la ligue souhaiteraient avoir Lou Dort, surtout vu le contrat. Surtout vu le contrat, exactement. On va commencer avec... On va décortiquer son jeu offensif d'abord, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est quand même là que c'est le plus intéressant d'analyser sa progression, de voir ce qu'il peut donner. J'ai quand même envie de commencer d'ailleurs par ce qui est le plus loin, par le tir extérieur, parce que, on l'a dit depuis sa draft presque, le facteur déterminant de sa carrière, ça sera peut-être comment il arrive à rentrer le tir extérieur, quel pourcentage il aura. Là, on a vu des progrès depuis sa saison 1. Je vais te laisser commencer, avec les stats que tu veux, avec l'analyse même terrain que tu as envie. Lou Dort au tir extérieur, c'est quoi maintenant ? C'est irrégulier. C'est encore comme la saison dernière, c'est irrégulier. Les pourcentages sont moins bons que l'année dernière derrière l'arc. Il en prend tout autant, je crois il en prenait 6 points. Non, il en prend un de plus, pardon, excusez-moi. Il prenait 6.3 l'année dernière et 7.2 cette année. 34% l'année dernière à 3 points, cette année ça tombe à 32. Bon, alors, le début de saison l'a vraiment pas aidé en termes de pourcentage à 3 points. Ce que je trouve assez bizarre, c'est que Luguensdorf, dans les victoires, il shoot qu'à 27% à 3 points, et dans les défaites, il shoot à 34%. Alors ça explique. c'est impossible. C'est quoi? Ouais, voilà. Ça n'a aucun après, sens. Voilà, il y a beaucoup plus de défaites que de victoires, hein, donc voilà. Mais en fait, ça monte. C'est voilà, le pourcentage à 3 points, il est moins bon que l'année dernière puisqu'il a très mal débuté sa saison. Au mois d'octobre, il était à 22,6% à 3 points, donc c'est vraiment faible. Au mois de novembre, il s'est rattrapé, il est à 34, et là, sur les 2 matchs qui ont été joués au mois de décembre, il est à 43% à 3 points. Là où la saison dernière, c'était plutôt irrégulier, il avait commencé à 48% à 3 points sur les 4 matchs du mois de décembre. En tentant 6 par match, 48% à 3 points, donc là c'était la folie. Mois de janvier, il était à 35%, donc ça reste encore très positif. Et il y a eu un creux, c'est vraiment février 27% sur 15 matchs, mars 32% sur 8 matchs, et après en avril, il s'était rattrapé. Mais du coup, oui, offensivement, et notamment au vu du tir à 3 points, Luguensdorf reste encore un joueur assez irrégulier. Les pourcentages le trouvent, c'est un joueur très streaky, sur 3-4 matchs, il peut tourner à 40% à 3 points en tentant 6 par match, et sur les 4 d'après, il peut tourner à 25%, donc encore une fois, vous connaissez, si vous écoutez les podcasts depuis longtemps, vous connaissez ma définition d'un bon et d'un bon shooter et d'un excellent shooter. Ça manque encore de régularité pour être même de pourcentage, globalement, pourcentage de réussite, mais ça manque encore de régularité pour être catégorisé comme vraiment un shooter très dangereux. Malgré tout, je vois peu d'équipes, contrairement à sa saison rookie, ou même en début de saison l'année dernière, je vois de moins en moins d'équipes qui laissent ouvert Dort à 3 points. Il y a de plus en plus d'équipes qui font faire un close-out sur lui, tu lui laisses moins les tirs quand même si t'es conscient qu'il va pas tous les mettre, t'as souvent, la défense adverse, j'ai l'impression, reste plus vigilante vis-à-vis de Lou Dort cette saison par rapport aux autres années.
Je suis d'accord avec toi, après deux facteurs à ça, c'est sa progression au tir et qu'il est un peu plus surveillé, etc. Mais aussi que c'est l'un des seuls que t'as à défendre, j'ai presque envie de dire aussi, tu vois. Après, alors, si on rentre un peu plus dans le détail au niveau des tirs pris, le tracking, 41% de ces tirs à 3 points sont pris en catch and shoot. Et la différence c'est à peu près le même pourcentage, 41.6 cette année, 41.2 l'année dernière. La différence, elle est énorme, c'est sur le taux de réussite à 3 points. Parce que cette saison, Lou Dort, sur les catch and shoot, il est à 29% de réussite à 3 points, ce qui est famélique. Là où l'année dernière, il était à 37% de réussite. Donc là, pour le coup, on voit une vraie différence, c'est que Lou Dort, l'année dernière, il rentrait ses catch and shoot, là où cette année, il les rentre pas. Par contre, sur les pull-ups, il prend autant de pull-ups que la saison dernière, 16% de pull-ups cette année, 15.7 l'année dernière. Par contre, en termes de réussite, il est à 47% de réussite à 3 points sur ses pull-ups cette année, alors qu'il était qu'à 24% l'année dernière. Celle-là, on l'a tous les deux relevé, celle-là, elle est incroyable. 47% de réussite sur le C'est encore plus bizarre quand on voit qu'il est que à 29% de réussite sur les catch and shoot. Hein. Ça n'a aucun sens. Mais du coup, ouais, je trouve ça bizarre, mais la différence comparée à l'année dernière, elle se trouve là, en fait. Elle se trouve vraiment là, c'est que Lugansdort rentre plus ses catch and shoot, par contre, il rentre ses tirs à 3 points en pull-up. Ce qui fait que les catch and shoot, c'est ce qui prend le plus, donc comme il est réussi moins, le pourcentage est plus bas que l'année dernière. Est-ce qu'il va être capable d'une part de conserver ce taux de réussite aussi important en pull-up? J'en doute toute la saison, j'en doute, parce que 47% de réussite sur les pull-ups, je suis pas allé checker, mais à mon avis, il doit y avoir peu de joueurs qui ont autant de réussite à 3 points sur les pull-ups. Est-ce qu'il va être capable de rehausser son niveau sur les catch and shoot? Je pense, parce que faut pas oublier aussi que, ça on en a pas parlé, mais que la mécanique de tir a évolué, hein. Si on prend sa saison rookie, c'était quand même beaucoup plus raide. Il shoot très haut, hein. Son arc de cercle est très très haut à Lugansdort. C'est un peu moins raide dans la mécanique, c'est un peu plus fluide, ça part un peu plus vite si vous regardez vraiment ses tout premiers matchs. Donc ouais, voilà, la réussite de Lugansdort à 3 points, elle réside cette année dans est-ce qu'il va rentrer ses catch and shoot, qui est un peu la problématique que tu peux appliquer à toute l'équipe du Thunder globalement. Et du coup, oui, la stat qu'il faut retenir, c'est que Lou Dort prend autant de tirs à 3 points que l'année dernière. Bon, elle est un de plus, mais dans la fréquence des tirs pris, c'est les mêmes. Mais c'est juste qu'il met ses pull-ups à un niveau très très haut et il rentre pas ses catch and shoot. Alors, par rapport à cet aspect pull-up, catch and shoot, il y a un côté de moi qui est poussé à l'optimisme de ça, parce que quand tu te dis qu'il met 47% de ses pull-ups, tu te dis, ok, il est capable de mettre bien plus que 29% que ses catch and shoot, qui sont censés être des tirs plus faciles, des tirs bien plus recherchés en NBA, parce que bien plus efficaces. Et d'ailleurs, c'était sa qualité première, c'était plutôt en catch and shoot avant, et ces pull-ups, là, moi aussi je l'avais relevé, parce que il y a une vraie progression cette année, même par rapport à l'année dernière, dans cet aspect-là. Alors, il va pas, comme tu l'as dit, tirer à ce pourcentage-là tout le temps, mais tu vois qu'il est de plus en plus à l'aise pour en prendre. Tu vois que sur un pick and roll ou sur une défense ou sur un end-off, si ça passe en dessous, il va dribbler, il va s'arrêter, il va tirer. Sur des fins de contre-attaque, même s'il a besoin de dribbler pour se rapprocher ou autre, il est capable de les prendre. Et ça ajoute un peu de liant à son jeu, ça ajoute des choses à son jeu. Il est bien plus menaçant à cause de ça. Et donc là, au-delà du pourcentage, le fait qu'ils prennent déjà plus de pull-up et que ça devienne une petite arme, bon, ça sera jamais un élite joueur pour pull-up, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant dans une équipe d'OKC qui a un joueur autre capable de faire ça. Et encore. Et encore. Ouais, c'est ça. Non, allez, t'en as un qui peut... si, ouais, t'as Shea qui peut le faire, globalement. T'as Jerome est capable de pull-up, quand même, faut pas déconner. Treman aussi est capable de pull-up. C'est plus sur la ligne arrière que t'es capable de... Oui, mais en pull-up, voilà, t'as 4 joueurs Josh Giddey peut pas encore réellement pull-up. C'est lui que j'avais en tête, j'étais plutôt parti sur 5 majeurs, en fait, dans ma tête, mais ouais. C'est vrai que Treman et Jerome peuvent le faire. Mais après, ils les mettent pas non plus, donc voilà, mais non, c'est le joueur... Après, faut aussi soulever que la plupart des tirs pris par Lou Dort cette saison sont contestés. Si vous allez chercher dans les 3 points, enfin dans les stats, ils sont contestés, comme l'année dernière par exemple, mais il y a un meilleur pourcentage de réussite sur les tirs contestés cette année, qui est de 31%, alors que l'année dernière, il était à 20% de réussite sur les 3 points contestés. Donc là, il y a une vraie augmentation, mais les 3 points grands ouverts, il y en a moins par exemple.
Et ce qui est intéressant pour rebondir justement à ce fait d'être contesté, si on regarde sa mécanique, tu l'as bien dit, c'est plus fluide qu'avant. Je pense que la mécanique, enfin, ce qu'il réalise avec ses bras et ses pieds, il est à peu près identique, sauf que c'est tout devenu bien plus naturel et bien plus fluide. Du coup, il dégaine plus vite, le release est bien plus rapide qu'avant. D'ailleurs, je pense que même d'un tir à l'autre, il est capable de l'accélérer plus ou moins selon la défense, ou je pense que des fois il prend plus son temps avec des appuis plus stables, et des fois il est capable de l'accélérer un petit peu s'il est défendu. Donc ça c'est intéressant à voir. Comme tu as dit, trajectoire très haute, donc difficilement contrable. Donc là-dessus c'est aussi bien dans cet aspect contestation où il sera pas contré sur un tir à 3 points, il peut en prendre même si le défenseur arrive. Ce qui est intéressant sur Dort, moi ce que j'aime bien regarder c'est les pieds, beaucoup d'arrêts simultanés. Même que ça soit sur les pull-up ou autre, ou sur un end-off où il s'arrête parce que le défenseur est passé en dessous, beaucoup plus d'arrêts simultanés, très peu de alternatives gauche-droite, notamment pour les droitiers, normalement on est un peu plus à l'aise. Bien qu'il soit capable de le faire, notamment quand il va repositionner ses pieds, il est efficace là-dessus pour retrouver ses appuis de base, on sent qu'il a travaillé dessus, pour pouvoir tirer correctement et être efficace. Je trouve qu'il y a quand même moins d'écart aussi que l'année dernière, ou que la première année, où tu te souviens, il y avait des gros airballs, soit il faisait switch, soit c'était un gros airball notamment. Là, on a un peu plus de constance il y a moins de gros écarts. Et ça, pour devenir meilleur shooter, c'est important. Et ensuite, encore une fois, là, un point qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est les zones où il tire. En termes de zone, en fait, il tire très peu à 0 degré. Alors que pour un pseudo free selon certains s'ils le voient comme ça, mais encore c'est pas du tout ça maintenant, c'est la zone préférentielle, c'est vraiment cette zone à 0 degré, il en prend très peu, il est plutôt efficace dans cette zone-là d'ailleurs, bien qu'il en prenne peu. Si vous regardez sa shot chart sur NBA Stats, 5 sur 10 à droite, 3 sur 7 à gauche, c'est très peu, c'est vraiment très peu avec le nombre de matchs qu'il a joué. Par contre, il en prend énormément à 45 degrés, si vous regardez les matchs, c'est flagrant. Beaucoup plus à l'aise à gauche qu'à droite. Ça, pourquoi? Je ne sais pas, mais il y a 21% à droite sur 61 tirs. Oui, mais ouais, c'est vrai, peut-être. Mais tu vois, il y en a, globalement, des droitiers, il y en a qui préfèrent tirer à droite, hein, je pense. Ah ouais, pour moi, c'est je sais pas si il y a un vrai effet. Ah, pour moi, t'étais plus à l'aise quand tu joues côté opposé que quand tu joues côté... Ça peut... Ça peut aussi venir aussi du fait que, par exemple, sur un pull-up, si t'es normalement plutôt côté gauche, est-ce que tu dribbles plus main gauche, et peut-être qu'un droitier est plus à l'aise en dribblant main gauche pour enchaîner main droite. Si je prends mon cas, c'est le cas. Mais tu vois, je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment un lien de cause à effet? Je sais pas. Parce que à côté gauche, il a 32%, ce qui est honnête. Et par contre, là où il est vraiment très fort, c'est dans l'axe. C'est dans l'axe où il a 55% sur 18 tentatives, où là, ça va être les tirs où il arrive en fin de transition, où ça a déjà fixé la défense, et il sanctionne la défense en arrivant en second rideau. Ce qui est intéressant aussi de regarder, et moi que j'aime bien dans son évolution, c'est que bien qu'il fasse encore pas mal de catch and shoot, tu l'as dit, il y a de plus en plus de situations différentes de catch and shoot, où avant c'était un joueur en spot-up qui restait statique, qui faisait rien. Là, il va arriver avec une course qui part de 0 degré, qui remonte jusqu'à l'axe, il s'arrête derrière le pivot pour tirer. Il y a des situations de fin de transition, encore une fois. J'aimerais presque le voir maintenant avoir des écrans non porteurs où il ressort et il tire, en fait. Parce que typiquement, je pense qu'il en est peut-être capable maintenant, vu la progression qu'il a. Mais du coup, il y a quand même une démultiplication un peu des situations où on le voit tirer. C'est plus que du spot-up, il est plus dans l'attente, donc ça c'est très intéressant, et même dans le futur, quand il aura moins la balle en main, ce qui risque d'arriver un jour, et ben tu pourras l'utiliser de différentes façons. Et quand on parle de son tir extérieur, j'aime bien finir sur un dernier point, c'est mention à ses lancers francs, où il a vraiment progressé. Déjà, il en tire, je pense qu'il en tire plus. Non, c'est pas flagrant, mais non, parce que il en tentait 3,5 par match, 3,2 l'année dernière. Et si vous allez checker dans les free throw attempt rate, c'est le même. Donc 20. Ok, parce que j'ai cette impression après c'est peut-être parce qu'il drive plus, etc., qu'il pourrait en avoir plus qu'avant, vu qu'il résiste mieux au contact, et ça on va en parler juste après. Mais par contre, il est passé quand même de 60, même pas 75%, à un tout petit peu moins de 85%. Je pense que c'est le meilleur shooter de lancer franc d'OKC cette année, honnêtement, surtout avec là un peu de quantité. Chez commencé à... Ouais, chez les mais à baisser un petit peu. Donc s'il peut t'apporter aussi une sécurité là-dessus, et c'est un bon point, et ça se voit que tu progresses au tir quand tu commences de mettre aussi plus tes lancers. Je viens de voir que Shea est à 78% au lancer,
Insuffisant. Oui. Ouais, non, mais après, non, bah, du coup, moi aussi j'avais cette impression, mais non, au final, le free throw rate et le free throw attempt rate, alors pour ceux qui savent pas, c'est je crois que je l'ai déjà dit quand on a fait le podcast sur Bazely ou sur Poku, c'est même sur l'article sur Shea, etc. Mais pour ceux qui ne suivent pas de longue date, c'est le pourcentage de lancers francs tentés par tir, enfin de lancers francs obtenus par tir tenté. Donc voilà, pour un tir tenté, Lugensdort obtient 0,26 et quelques lancés. Donc oui, c'est le même, pardon, c'est le même que l'année dernière. Ouais, après, pour le tir extérieur, oui, mais je trouve, tu vois, tu parlais d'écran non porteur, etc. Tu disais qu'il bougeait plus alors qu'il était plus en spot-up sur ses premières saisons. Moi, j'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression qu'il reste toujours... Tu vois, tu parlais du fait qu'il prenait très peu de tirs à 0 degré et qu'il prenait essentiellement ses tirs à 45. Bah, parce que c'est là où il se situe au moment où l'attaque est lancée, quoi. Tu vois, il bouge pas en soi, il reste à 45 degrés. Je vois très peu de... Tu vois, on pourra peut-être parler plus tard du fait qu'il est très bon pour ce qui est des coupes, où là, pour le coup, il est vraiment en mouvement. Mais j'ai très peu d'actions en souvenir où t'as Lugensdort qui navigue entre des écrans pour prendre un tir ouvert à 3 points. Alors, il y en a forcément, mais Non, j'ai il y en a l'impression pas. que la plupart de ses tirs, Très peu, ouais. c'est vraiment du spot-up et que c'est à 45 parce que c'est là où il se trouve au moment où la possession débute. Ouais, sans passer par des écrans, je pense qu'il y a des situations juste de démarquage où il remonte selon comment c'est attaqué de l'autre côté, de 0 à Ouais, où il 45 fait ou un appel 45 à contre l'axe, appel, tu mais... vois. Ouais, voilà, ouais, il y a une action en backdoor là notamment où c'est exactement ça, tu vois. Mais oui, après, il n'y a pas de situation où t'as beaucoup d'écrans non-porteurs. T'as quelques flare screens, tu sais, notamment en set, tu vois, où il s'éloigne du joueur qui fait la passe, tu sais. Genre, il a la balle en main, il va libérer dans l'aile, il va avoir un écran un peu dans le dos du défenseur, il va recevoir la balle par-dessus, il s'éloigne en fait du joueur. Là, ça aussi, il y en a très peu, alors que ça a bien marché à chaque fois que ça a été fait. Mais oui, donc globalement, je suis d'accord avec toi, il y a très peu d'écrans non porteurs pour libérer les shooters, même globalement, il y en a assez Ah peu. bah ça... Donc non, mais après, je pense qu'on peut être satisfait pour l'instant de ce qu'on voit au tir, honnêtement, en progression. Ah ouais, tu peux. Après, t'es toujours en attente d'en voir un peu plus. S'il pouvait remonter quand même à ces 34% de l'année dernière, ce serait bien. Mais après, il y a plein de joueurs qui ont des pourcentages au tir en baisse par rapport à l'année dernière. Alors est-ce que ça s'explique par les défenses qui sont resserrées? Est-ce que ça s'explique par les nouveaux ballons, etc. Je suis pas allé chercher la stat, elle doit exister, je pense, mais je pense que le pourcentage de joueurs qui ont un tir à 3 points moins bon cette année comparé à l'année dernière doit être plus élevé que celui qui a un meilleur pourcentage cette année par rapport à l'année dernière. Je pense que globalement, le changement de règle plus les nouveaux ballons, alors je sais pas si ça a réellement une influence ou si c'est juste une excuse, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a eu une baisse de la réussite au tir chez beaucoup de joueurs. Non, globalement, je suis d'accord avec toi. Donc, réussir à être d'un niveau correct dans une saison comme ça, où globalement tu sens que c'est plus dur, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Parlons maintenant peut-être de l'aspect drive et de l'aspect finition au cercle, qui là, pour le coup, je pense que pour toi et moi, était une vraie attente par rapport à lui, au-delà du tir, parce qu'on avait eu des flashs l'année dernière, parce que comme tu l'as bien dit dès le début du podcast, il n'était pas efficace dans cet aspect-là, et cette année, je pense que il est même meilleur que ce que je pouvais espérer, et là je vois une vraie progression, et un vrai travail qui a été fait pour lui, d'abord dans les finitions près du cercle, avec différents facteurs qui pour moi sont importants, comme la résistance au contact, où il est devenu vraiment bon, réussir à s'imposer physiquement là face au grand, il le fait presque à chaque fois maintenant, dans la gestion de ses appuis pour la finition, il a progressé. Je sais pas s'il a vraiment progressé en toucher, mais je pense qu'il compense bien par la gestion de son corps qui est devenu vraiment meilleur, globalement au cercle. Juste pour illustrer ça avant de te laisser la parole, l'année dernière dans les tirs à moins de 5 pieds du cercle, il était à 48%. Cette année, il est à 60%. Et globalement, dans les tirs autour du cercle, il est redevenu dans la moyenne de la ligue. Ce qui est déjà, pour moi, vu son jeu, vu les tirs qu'il prend même près du cercle, pas vraiment beaucoup de dunk, par rapport à l'intérieur par exemple, qui est déjà très intéressant d'être dans la moyenne de la ligue, tu vois. Ouais, non, alors, moi j'ai pas grand chose à dire de plus que toi sur le drive, parce que voilà, la stat je l'avais aussi. Donc voilà, non, je trouve qu'il est moins
comment dire, il est moins fantaisiste dans ses drives, tu vois, c'est peut-être parce que justement il résiste mieux au contact, mais du coup il tente moins des drives, tu vois, des reverse ou des lay-up opposés ou main faible. Je trouve que voilà, ça doit aider de mieux résister au contact parce que du coup il est moins fantaisiste. Et est-ce que, forcément, il doit y avoir un lien de cause à effet entre les deux. Est-ce qu'il réussit mieux ses lay-ups parce qu'il tente moins de lay-up fantaisistes, ou est-ce que il supporte mieux le contact, donc du coup il a pas besoin de se contorsionner dans tous les sens. Je pense qu'il y a un peu Après, des deux, il se hein. contorsionne des fois quand même. Je suis d'accord avec toi, mais après, il y a des fois, il va chercher des finitions assez Ouais, compliquées, mais tu moins vois. que l'année Alors, il y a des dernière. fois, il va tout droit. Oui, moins que l'année dernière. Il y a des fois, il va tout droit, il fonce dans le joueur, il le sort de la défense et il marque, ça c'est sûr. Mais tu vois, il y a 2-3 actions, 2-3 N1 où il fait un Eurostep, il finit après en changement de main en l'air, etc. Où ouais, il est capable de faire des belles finitions quand même, tu Ouais, vois. ouais, non, mais je dis pas qu'il est pas capable de le faire. Mais je dis juste que ça doit aider. Quand tu le fais, allez, une fois sur quatre, forcément, tes pourcentages au tir seront meilleurs que quand tu le fais une fois sur deux comme l'année dernière. Il suffit de voir le game winner contre Sacramento cette saison, où il marque justement le game winner sur un layup qui est plutôt contesté en plus. Je pense que l'année dernière, il l'aurait loupé. Je pense que l'année dernière, il l'aurait loupé, alors que cette année, voilà, c'est tombé dedans. Donc la progression, oui, c'est peut-être ça, au final, l'axe le plus satisfaisant de progression chez Lugensdorf. Cette saison, c'est vraiment l'augmentation des pourcentages au tir sur les drives. Parce que l'année dernière, c'était l'un des plus faibles, si je dis pas de bêtises, donc c'était surtout pour le buffle athlétique que c'est un peu, encore une fois, embarrassant. Mais non, donc, ouais, c'est le point de satisfaction, ou en tout cas le point majeur, l'axe de progression majeur cette saison pour Lugensdorf, c'est vraiment sa réussite au niveau des drives. Hmm. Si on va au-delà de cette réussite au drive, qu'on s'éloigne du cercle et qu'on voit qu'est-ce qui amène ces drives-là, je trouve aussi meilleur, déjà dans son dribble, pour avoir l'accès au cercle, tu vois, il y a beaucoup plus d'actions où il est capable de crosser son défenseur sans avoir un toucher de balle et un handle à la Kyrie ou à la Curry, tu vois. Il est capable de sortir un ou deux crosses, il est capable de poser 3-4 dribbles pour passer son joueur et accélérer, et déjà ça l'aide grandement. Et aussi, comme je l'ai un peu dit, déjà dans la gestion des appuis ensuite, où bah, en termes maintenant d'Eurostep, de hop-step, voilà, on voit beaucoup plus ces choses-là où il passe son défenseur un peu avant le tir, ce qui l'avantage aussi dans ses pourcentages. Mais encore une fois, globalement, là où il a vraiment progressé, c'est résistance au contact au cercle, vraiment. Là, les actions, ceux qui regardent les matchs, c'est très parlant, où il va foncer dans Gobert et finir. Enfin, il y a des actions où vraiment, il a appris à se servir de son corps, et tu sens que désormais, il sait comment finir au cercle, il sait comment se servir de ses qualités athlétiques, mais se protéger même pour finir. Et là-dessus, c'est une énorme progression, et ça sera un énorme plus à son jeu dans le futur, quoi. Ouais, alors après, on peut pas ne pas faire un podcast sur Lugensdorf et notamment sur sa réussite au cercle sans mentionner les coupes que fait Lugensdorf. J'ai pas le souvenir qu'il y en avait autant la saison dernière. Il devait y en avoir, mais là cette année c'est quand même devenu assez important, surtout quand il évolue avec un vrai meneur. J'entends Hmm. Jigidi ou Shea. C'est ce que j'allais te dire, c'est ce que l'année dernière, t'avais beaucoup de joueurs pour lui passer la balle, et ben là, cette année, tu les as un peu Non, mais plus, tu vois, tu même vois. sur la trentaine de matchs qu'avait joué chez la saison dernière, j'ai pas le souvenir d'avoir eu énormément de coupes de la part de Lugensdorf. Alors après, est-ce que il peut en faire plus cette année parce que justement les défenseurs sont plus focus sur le fait de le tenir à 3 points et du coup il se libère un peu plus quand il va vers le cercle. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, ça c'est voilà, c'est bon. Et les coupes à OKC, les arrières globalement qui défendent le plomb et qui font des coupes à OKC, Lugensdorf t'es pas le premier à faire ça, mais non, bah, c'est un point satisfaisant. Et là, pour le coup, c'est l'une des rares actions. Tu vois, tu parlais du fait que Lugensdorf prenait pas beaucoup de tirs à 3 points à 0 degré. Parce que généralement, quand il est à 0 degré, il va vers le panier, quoi. Il reste très Ouais, rarement c'est à vrai. 3 points, il va vers le panier. Donc ça peut aussi s'expliquer par ce domaine-là. Et ça peut aussi expliquer le fait que le pourcentage de réussite près du cercle soit en amélioration, parce que généralement, quand il coupe, il a un lay-up relativement ouvert, voire complètement ouvert. Et un autre point qui peut faire aussi que ses pourcentages ont augmenté près du cercle, c'est qu'il est très bon en transition. Et au-delà du tir à 3 points que j'ai pu mentionner, c'est quand même 21% du temps pour lui avec une action qui se finit en transition, 21% de ses tirs. Et il est quand même à 1,11 points par possession sur ses transitions, c'est le meilleur à OKC, alors que c'est lui qui en prend le plus. C'est une vraie menace là-dessus en termes de projection
vers le panier adverse quand la défense a réussi à gagner la balle ou après un rebond. C'est quelque chose que nous on a envie de voir quand ça court, quand ça finit au cercle rapidement. Et lui, il est quand même efficace là-dessus, peut-être plus que l'année dernière. Encore une fois, l'exemple de Sacramento, le game winner, c'est ça. Hein. C'est ça. Donc là aussi, ça va l'aider à augmenter ses pourcentages. Donc globalement, en fait, sur tout cet aspect drive, finition après dribble, que ce soit en pull-up ou au cercle d'ailleurs, on est face à un joueur qui évolue. Et ça, c'est très intéressant pour son futur rôle NBA dont on parlera ensuite. Ouais, et puis même contre Houston, là, le seul match qu'on gagne contre Houston, c'est terrible de dire ça. Seul match qu'on gagne contre Houston, là, je crois, il y a 2-3 actions en fin de match où il doit y avoir un drive, je sais plus exactement, mais j'ai le souvenir que Lugensdorf fait plutôt une grosse fin de match là contre Houston. Donc ça montre bien aussi. Offensivement, il y a un peu plus de régularité. Tu vois, tu parlais de la série de 5 matchs de suite à 20 points ou plus. Voilà, il y a moins des grands écarts de scoring que la saison passée, je trouve. Ce qui fait qu'on le remarque peut-être un peu plus, tu vois, on se disait peut-être qu'il a plus de lancers, mais c'est juste que la régularité est meilleure. Dernier point peut-être offensivement, moi que j'avais noté, c'est l'aspect création maintenant, parce qu'on a parlé beaucoup de finition. Et en termes de création, sachant que Dort évolue en guard sur certains passages, sachant qu'il a pas mal la balle en main quand même, moi je vais être honnête avec toi, pour moi il n'a pas encore cette capacité-là à créer pour les autres. C'est pas quelque chose qu'il a montré. Ratio assist turnover qui est à peine positif, ça c'est depuis le début de sa carrière. J'ai plus l'impression en fait que quand il fait des passes décisives, notamment sur drive and kick, tu sais quand il a drivé qu'il peut ressortir, c'est plutôt qu'il était dans une situation d'urgence où là il peut vraiment pas tirer et il doit se démerder d'une certaine façon pour libérer la balle, que ça se transforme en passe d'ess parce qu'il a fixé les joueurs, plutôt qu'une vraie envie de créer en fait sur ces drives. 7,7% d'assist sur ces drives là, sachant qu'il drive beaucoup, il drive 10 fois par match à peu près, c'est un pourcentage d'assist pour comparer qui est à peu près pareil que Donovan Mitchell, qui pour moi est pas un énorme créateur, tu vois. Pour les fans d'OKC d'ailleurs, à mentionner quand même, c'est que c'est mieux que Shea d'ailleurs, il fait plus d'assists à la suite des drives que Shea qui drive tout le temps, et qui fait peu de passes décisives au final après ça. Pas de progression dans cet aspect-là par rapport à l'année dernière, et il a un peu augmenté son nombre de potentiel assist par rapport à l'année dernière, mais je ne lui vois pas pour l'instant de flash ou même un vrai futur sur cet aspect-là. On est plutôt sur un joueur de fin de chaîne que de milieu au début de chaîne. On le voit d'ailleurs parce qu'il reçoit bien plus de passes qu'il n'en fait. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais à part quelques flashs peut-être sur pick and roll et encore, il en joue très peu. Je ne vois pas un vrai aspect créateur, même d'aspect de joueur de pick and roll, tu vois. Ah, moi je suis pas tout à fait d'accord. Tu vois, tu disais que t'avais pas vu de réelle progression comparée à l'année dernière. La 6% est en augmentation. C'est pas énorme. T'arrives à 10 quand même, t'arrives à 10.5, t'étais à 8.8 la saison dernière, t'arrives à 10.5, alors que usage a quasiment pas bougé. L'usage rate n'a pas bougé, bon voilà. Et après, alors je vais pondérer tes propos en disant que les potentiels assists, alors ça c'est nouveau, ça je connaissais pas encore cette stat depuis 2-3 semaines, il y a plein de gens, notamment des fans de Houston, qui nous sortent les potential assists, comme si ça voulait dire quelque chose. Pour Guidi c'est parlant. Ah bah pour Guidi il doit être à 18, mais non mais alors en fait je pense que Lugensdorf aurait plus d'assists s'il avait des coéquipiers un peu plus en réussite comparé à l'année dernière. Parce que l'année dernière, les passes, la personne à qui, vous savez que j'aime bien voir cette stat là, la personne à qui il faisait le plus de passes, c'était Théo Malédon, la saison dernière, et Shea. Et en fait, si vous allez checker les stats, la personne qui tentait le plus de tirs après une passe de Darius Bazley, de Lugensdorf la saison dernière, c'était Darius Bazley. Et il avait un pourcentage de réussite qui était de 47%. Pour Darius Bazley, c'est bien. C'est ce qui est énorme pour Darius Bazley, c'est exactement ce que j'allais dire. Et ça, c'était à 2 points. Et à 3 points, c'était aussi Darius Bazley. Il avait un pourcentage de réussite de 44%. Pour vous dire à quel point, quand Darius Bazley reçoit une passe de Lugensdorf, ça devient Giannis Antetokounmpo. Et du coup, cette année, en fait, il y a 25% des passes de Lugensdorf qui sont en direction de Shea. Et le problème, c'est que comme je vous ai dit, voilà, Darius Bazley était à 47% de réussite. Quand il fait des passes à Shea, c'est-à-dire que un quart des passes de Lugensdorf cette saison sont à destination de Shea, Shea est à 29% de réussite sur les tirs après une passe de Lugensdorf.
Donc voilà, la différence elle est quand même assez significative, et même si vous allez chercher en dessous, la deuxième personne qui tente le plus de tirs c'est Josh Giddey, il est qu'à 38%, la troisième personne c'est Darius Bazley, et cette année il est à 21%. Il y a 26% d'écart entre le pourcentage de réussite de Bazley l'année dernière et le pourcentage de réussite de Bazley cette saison. Et ça c'est que, voilà, et si vous montez même à 3 points, c'est toujours Shea qui tente le plus de tirs après une passe de Dort. Il est qu'à 31% de réussite au tir, ce qui pour Shea cette saison est plutôt correct. Mais ensuite, la deuxième personne, c'est JRE, il a 15% de réussite. La troisième personne, c'est Josh Giddey, il a 16% de réussite à 3 points. Donc en fait, alors que l'année dernière, les pourcentages étaient plutôt bons en termes de réussite, tu vois. Un Malédon, par exemple, était à 43%, alors Ford était à 39%, Shea était à 37%. Donc voilà, en fait, je trouve que cette année, Dort pourrait avoir largement beaucoup plus d'assists. Enfin, s'il avait le pourcentage de réussite, enfin, si ses coéquipiers avaient le même pourcentage de réussite au tir que la saison dernière, je pense qu'il serait, ouais, pas loin des 4 assists par match. Donc, c'est pour ça que je pondère un peu. Je vois ce que tu veux dire. Moi, c'était beaucoup d'un aspect visuel. Après, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce qu'il crée des tirs ouverts? Tu vois, je sais pas si c'est possible de le voir. Et comment il considère les potentiels assists d'ailleurs? Est-ce que c'est juste un mec qui tire après ou pas? Est-ce que les pourcentages qui sont pris en compte, est-ce que le gars dribble après ou pas? Tu vois, c'est ça. Est-ce qu'il génère des tirs ouverts? Par exemple, les tirs de Shea, oui, peut-être qu'il fait beaucoup de passes à Shea et que Shea tire après. Mais est-ce que c'est des tirs ouverts en spot-up? Est-ce que c'est après Shea joue une ISO et du coup c'est considéré comme une passe? Enfin, tu vois, je sais pas comment c'est considéré. Donc si quelqu'un a la réponse, je l'écouterai. Mais moi d'un aspect visuel, ouais, moi d'un aspect visuel, j'étais pas convaincu. Après effectivement, et c'est le cas pour tous les joueurs d'OKC, si les tirs tombent dedans, tout le monde aura un peu plus de passes décisives, honnêtement, parce que on l'a déjà répété pas mal de fois en parlant du jeu offensif, il y a quand même beaucoup de tirs à 3 points ouverts qui sont créés ou qui sont laissés par la défense, mais le jour où ils tombent dedans, les passes décisives, elles explosent, vraiment, parce que les tirs sont là. Mais d'accord, mais c'est un bon point, n'hésitez pas à réagir à ça en termes de création, de ce que vous avez vu de Lou Dort, parce que, voilà, moi, d'un aspect visuel, je suis pas encore convaincu, c'est encore du flash, alors que je pense qu'en soi, intrinsèquement, il est capable, mais il l'a peut-être pas encore mis en place ou mis en œuvre. D'ailleurs, par rapport au pick and roll, j'ai juste cité, mais il en joue 2,6 par match, ce qui est pas énorme, mais il est quand même à 1,04 points par possession quand il les joue. Il pourrait être un peu plus utilisé dessus, tu vois. Et pour OKC, c'est bien ça, hein, je te le dis. Ouais, non, mais pour OKC, encore une fois, oui. enfin, après, nivelons tout par le bas dans ce cas-là, mais. C'est un peu ça. Non, mais alors, ça, je pense que je lui ai déjà demandé, est-ce que t'as la proportion pick and roll où c'est lui qui pose un écran? Il était pas dans la liste. Ah bah voilà. Bah, et tu sais que je voulais en parler de ça. Bah ouais, je suis allé voir la stat. Je suis allé voir la stat, il était pas dans la liste. Bon, il y avait très peu de joueurs d'OKC dans la liste. Je sais pas comment, encore une fois, ils considèrent ça. Mais il était pas dans la liste, donc est-ce qu'il en a pas joué assez? Peut-être, mais effectivement, et ça, je pense que tous les deux on est d'accord, de voir un jour Lou Dort poser un écran avec plus ou moins 4 shooters autour, on aime bien. Bah ouais, mais même ce serait utiliser ses qualités physiques, enfin. Voilà, dans la bulle, il faisait ça, hein. Il y a un moment où, c'était d'ailleurs... Contre Houston, tout à fait. C'était d'ailleurs l'un des meilleurs line-up du Thunder, c'était Luguentz-Dort, t'avais le line-up à 3 meneurs, t'avais Luguentz-Dort en 4 et t'avais Danilo Gallinari en 5. Mais ouais, et j'ai pas l'impression qu'on ait revu... je me rappelle même, tu vois, le 3 points de Shea, ouais, c'est un 3 points de Shea dans le Game 3 contre Houston, pour éviter de se retrouver mené à 3-0 et pour forcer l'overtime, c'est Luguentz-Dort qui pose l'écran. C'est Luguentz-Dort qui pose un écran pour Chris Paul, qui ensuite décale Shea, qui est ouvert à 0 degré. Ça, qui est à 0 degré. Oui, oui, je pense que c'est ça, ouais. Je me rappelle très bien que c'est Luguentz-Dort qui pose l'écran. Et ça, j'ai pas l'impression de l'avoir revu depuis, quoi. C'est ça qui m'embête. Et je pense qu'il serait capable, très honnêtement, quand vous le voyez driver et résister au contact face à un Rudy Gobert, encore plus dans une NBA qui a tendance à décaler des postes 3 au poste 4, je ne doute pas un seul instant. Alors je dis pas qu'il pourrait faire ça tout le temps, mais je pense que par séquence, ça pourrait aider le Thunder d'avoir un Luguentz-Dort qui pose des écrans, ça pourrait fluidifier l'attaque, et lui aussi ça pourrait le rendre un peu plus imprévisible offensivement, tu vois. Ou puis avoir Luguentz-Dort sur un short roll après 2 dribbles qui te foncent dessus, ou même Luguentz-Dort qui te pose un écran, moi j'ai pas envie de le prendre, je te le dis. Non, je te le dis direct. Non, effectivement, c'est un point, tu vois, on se connaît quand même un peu, on a regardé tous les deux, et moi il était pas dans la liste, donc voilà.
D'autres points offensifs à aborder, où on aborde la défense, qui est quand même l'aspect le plus positif de Dort. Non, bah la défense, allons-y, parce que bon. Bah, moi je tout fait en t'avoue, attaque. Je pense qu'on est pas loin d'avoir tout fait, ouais. La défense, je te l'ai dit dans le podcast, statistiquement, j'ai un peu de mal à trouver les stats qui sont intéressantes, notamment pour les extérieurs. Je sais que toi, t'en as quelques-unes, mais globalement, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que depuis son entrée NBA, il est élite. J'ai envie de dire ça, et que là, il est niveau all defensive team. Que ça soit sur porteur, maintenant non porteur, ou même dans la manière de passer les écrans, si vous regardez les matchs contre les Warriors, face à Curry, il a encore progressé là-dessus, je pense. Mauvais exemple. Parce mais non, parce que termes de match-up, c'est contre Curry qui prend le plus le bouillon. Mais parce que c'est Curry, mais il y a des séquences où il le suit à travers les écrans qui te faisaient pas l'année dernière, où c'était plus compliqué. Là, il le suit en termes de non-porteur, il y a une ou deux séquences qui sont sorties sur Twitter, vraiment impressionnantes, et en termes de porteur de balle, de toute façon, on sait que soir après soir, il va prendre le meilleur joueur adverse, il va plus ou moins le limiter, il y a pas mal de mecs qui vivent des dures soirées face à lui défensivement. Dernier exemple, c'est Lillard qui l'a cité parmi les 3 meilleurs défenseurs extérieurs. Donovan Mitchell lui met des sauces à chaque fois. C'est son match-up favori, je crois. Ah ouais, bah Donovan Mitchell, c'est pas compliqué. La saison dernière, alors je vais vous retrouver ça très vite. Quand il était défendu par Lugensdort, il était à 7 sur 22 l'année dernière. Cette année, il est à 6 sur 19. Donovan Mitchell, c'est vraiment la match-up que préfère Lugensdort. Parce que Donovan Mitchell, en fait, il peut rien faire face à Dort. Dort est plus physique, il est tout aussi rapide, donc c'est vraiment. Ouais, alors que Mitchell s'appuie beaucoup sur ça. Ouais, Mitchell s'appuie quand même beaucoup sur ça. Donc effectivement, c'est un peu la kryptonite à ça. Mais ouais, défensivement, enfin. C'est un joueur, tu le mets sur le terrain, tu sais que ta défense sera meilleure, tu sais qu'il peut te stopper beaucoup de joueurs en face, tu sais qu'il va pouvoir peut-être switcher même des fois, parce qu'avec son impact physique, je pense que dans le futur, il pourra le faire quand il y aura besoin de switcher sur des un peu plus grands. Non, voilà, je pense qu'il serait bon défensivement partout, globalement, et qu'il permet de tenir pas mal de matchs défensivement, là où collectivement, il y a des matchs on passe à côté défensivement, hein, clairement, notamment sur les derniers. Le dernier, ouais, effectivement. Ouais, le dernier surtout. Mais lui est toujours là. Après, c'est la question qu'on se posait, je pense, toi et moi. Est-ce qu'il est aussi bon que l'année dernière, vu le rôle qu'il a en attaque maintenant, en termes de cardio et en termes de gestion de ça? Souvent, quand t'as beaucoup de responsabilités offensives, tu peux pas te donner autant en défense. C'est quelque chose qu'on peut peut-être mentionner pour lui, mais qui est pas si flagrant que ça, je pense. Alors, il faut quand même savoir aussi qui défend, quel type de joueur défend Lugensdort. Est-ce que c'est un guard, est-ce que c'est un forward, etc. Alors que, étonnamment, cette année, il est plus souvent au poste 3, j'ai l'impression. Il est catégorisé comme un poste 3, vous allez sur Basketball Référence, il est comptabilisé comme un poste 3. Il défend plus les guards que les forwards, il défend plus les guards cette année que ce n'était le cas l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a 70% du temps, même 72% du temps, cette saison, Lugensdort défend un guard, là où l'année dernière, c'était que 63%, donc il scoltine moins les forwards que la saison dernière. Est-ce que c'est dû à Josh Giddey C'est exactement ce que j'allais dire, c'est parce que je pense ça veut pas trop mettre Giddey sur des tout petits. Ouais, bah c'est ça, alors que la saison dernière, t'avais du Georgie ou du Théo Malédon, donc forcément Dort allait plus se coltiner un forward. Donc ouais, du coup cette année un peu plus sur les guards, un peu plus sur les extérieurs. Et moi je l'ai dit quand on a fait des lives ou quand on a fait des podcasts, j'avais l'impression qu'il était un peu moins bon défensivement que l'année dernière. C'est pas le cas si on regarde les stats. Alors déjà oui, j'aimerais souligner le point que je plus sois dans ton sens sur le point que tu as souligné, c'est-à-dire qu'il a progressé sur la navigation entre les écrans, la défense off-ball, là où je trouvais qu'en début de saison l'année dernière, je me rappelle quand on avait fait la preview, je disais qu'il pouvait progresser dans ce domaine, je trouve qu'il a vraiment progressé depuis. Et du coup, ouais, le pourcentage de réussite de l'adversaire cette saison, il est de 40,4%. C'est-à-dire que les adversaires, les vis-à-vis directs de Lugensdort, shootent à 40% au tir, ce qui est vraiment pas beaucoup. Surtout, à mon avis, si on compare aux autres joueurs du Thunder, ça doit vraiment être... l'écart doit être assez important. Je l'ai pas sous les yeux, mais ça doit être assez important. Là où la saison dernière, c'était 44%. Donc voilà, là, il y a quasiment 4% de moins que pour le joueur adverse que cette saison que la saison dernière. À 3 points,
il défend moins bien que l'année dernière, par contre, ou en tout cas le pourcentage de réussite adverse est plus élevé cette saison que l'année dernière. Après, ça, voilà, à 0,6% de réussite de différence, il n'y a pas grand chose il n'y a pas un écart qui est vraiment significatif. Du coup, ouais, voilà, après, il a un niveau all defensive team. Il a un niveau all defensive team, on est d'accord. Vraiment, et si vous regardez au niveau des match-up, bah, il a ses petits chouchous, comme j'ai dit, il y a Donovan Mitchell, il y a vraiment sa kryptonite, c'est Steph Curry. Que ce soit cette année ou l'année dernière, Steph Curry l'année dernière, il shootait à 60% face à Dort, cette année il est à 58%. Bon, c'est difficile après, de défendre Steph Curry. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Qui défend Steph? Il y a très peu, Mikal Bridges. Je trouve que on parle pas assez de Mikal Bridges, mais en termes de défense, il est quand même très très fort, je trouve. Et du coup, oui, ces deux petits chouchous, c'est Donovan Mitchell et Russell Westbrook. Mais est-ce que j'allais te demander par rapport à Russ, parce qu'ils ont joué plusieurs fois et voilà. Cette année, le joueur qui a pris le plus de tirs avec Dort comme défenseur, c'est Russ, et de très loin. Puisque Donovan Mitchell est deuxième avec 19 tirs tentés sur Dort. Russ est premier avec 28 tirs tentés sur Dort. C'est-à-dire que ils ont joué 2 matchs. Hein. Russ tente 14 tirs par match avec Dort comme défenseur. Je suis pas convaincu que ce soit la meilleure strat. Et du coup, il est à 11 sur 28, ce qui fait 39% de réussite au tir, Bon, ce après, qui est pas... Oui, ce qui est pour Russ. C'est pas non plus... Hein. Oui, non, c'est pas ouf, mais oui, c'est ça. Je m'attendais presque à pire quand tu l'as dit, hein, je t'avoue. Ouais, mais 39% au tir, ah, c'est pas bon. De sa moyenne, quoi. Oui, c'est ça. C'est en dessous de la moyenne et de Ross et de la moyenne de défense de Lou Dort. Donc, ouais. Après, voilà, il y a des joueurs contre qui il prend un petit peu le bouillon. Steph Curry, Bradley Beal, il a pris le bouillon. Ouais. Jason Tatum, il a pris un peu le bouillon aussi. Mais c'est les deux seuls vraiment qui sont contre qui il a eu des difficultés là que j'ai de mémoire. Et même dans les pourcentages, c'est les deux seuls où il a eu du mal. Sinon le reste, ouais, et Steph Curry bien évidemment. Mais sinon le reste, oui, c'est du level all defensive team, clairement. Ça place l'exigence un peu qu'on a pour lui, quoi. Enfin, quand même. Ouais, bah après, saison rookie, tu défends sur James Harden et tu lui fais une de ses pires séries de playoffs. Donc forcément, en exigeant avec lui. Et on a des attentes élevées défensivement. Trae Young avait fait un bon match, non? Trae Young, ouais, 4 sur 9. 4 sur 9 au tir, donc 4 sur 6 à 3 points. Ok. Non, la vraie question maintenant, c'est est-ce qu'il sera All Defensive Team cette année? Est-ce que le bilan, le collectif d'OKC défensivement le permettra? Parce que c'est ça la question. Je pense que la réputation, il l'a maintenant. Je pense que le niveau, il l'a. Et il manque peut-être que ce point-là, honnêtement. Bah, s'il l'a pas eu l'année dernière, j'ai du mal à voir l'avoir cette année. Hein, parce qu'encore une fois, il y a quand même des sacrés clients. Hein. Si tu regardes un Jimmy Butler, je trouve qu'il est meilleur la saison dernière défensivement que ce qu'il était cette année. Enfin non, qu'il était meilleur justement cette année que l'année dernière défensivement. Il est enfin redevenu le Jimmy Butler qu'on surestimait à une certaine époque. Mais voilà, je trouve que Mikal Bridges fait un taf assez fabuleux. Je trouve que Marcus Smart, quand même, malgré le fait que les Celtics se soient sur courant alternatif, je trouve que défensivement, il fait quand même des choses assez importantes. Faut jamais exclure Jrue Holiday aussi. Tu vois, t'enlèves Ben Simmons quand même. T'enlèves Ben Simmons, mais tu vois, même un Herb Jones au Pélican, il fait pas du mauvais taf, hein, loin de là. Hein. Donc ouais, il y a de la concu, donc ça va être compliqué même, tu vois. Bon, alors il loupe des matchs, mais un DeAndre Hunter pourrait rentrer dans cette catégorie. Un Isaac Okoro, voilà, c'est pas forcément les mêmes postes, mais en termes de guard pur, je trouve que Mikal Bridges, Marcus Smart, Jrue Holiday, bah t'as déjà des spots qui sont pris et ce seront des joueurs qui ont un meilleur bilan qu'OKC à coup sûr, donc à moins vraiment que d'un coup, voilà, cette défaite de 73 points réveille un petit peu le Thunder. D'ailleurs, ce sera acquis tout double, je pense. Soit le Thunder va se remettre un coup de pied au cul et va redevenir une grosse équipe, soit on va continuer à couler parce qu'on aura pris un coup sur le moral. Mais si le Thunder se réveille vraiment et redevient une équipe chiante à jouer, peut-être que Luguensdorf sera dans la conversation. Et je pense que de par son niveau, même si t'enlèves le bilan, il sera toujours dans la conversation. Mais dès cette année, ça me paraît un peu compliqué. Non, je suis d'accord. J'y crois, je t'avoue, mais je pense que ça va être trop limité par le côté moyen d'OKC, moyen nul d'ailleurs. Donc à voir. On attendra la réponse en fin de saison. Dernier point de ce podcast, du coup, après l'attaque la défense, c'est la projection.
Déjà en termes de rôle, avant de parler en termes de contrat, est-ce que Lou Dort, ça sera déjà plus qu'un défenseur, je pense que maintenant il n'y a pas trop de doute, plus qu'un free and D, enfin ça c'est quoi son futur pour toi NBA? Il y a un site que j'avais fait pour Darius Bazley que j'avais trouvé qui, selon certains critères qui sont des critères physiques, des critères au true shooting, l'usage, etc., il y a des critères assist turnover, en défense il y a les pourcentages de rebonds, écran, de contre et interception, etc. Ils comparent la saison actuelle avec d'autres saisons qui ont eu lieu dans l'histoire de la ligue et ils font un taux de similarité. La saison similaire la plus comparable avec celle de Lou Dort actuellement ou dans le passé, c'est Josh Okogie en 2020. Ce qui se compare à une... où il défendait fort, etc. Après, 2020, on a quand même Josh Okogie, c'est quoi, ouais. cette saison rookie C'est cette dernière saison où il a dû jouer, je pense, à peu près. Non, mais la saison rookie de Josh Okogie... Non, 2019-2020, c'est sa saison sophomore. Bon, il se fout un petit peu de la gueule du monde, parce que Josh Okogie, il était à 26% à 3 points. Oui, mais je pense que c'est ça, en fait. C'est en termes de true shooting ou autre, ou Dort, en fait, n'a pas un énorme true shooting. Enfin, voilà. Ouais. Après, j'ai du Avery Bradley en 2013. Ça me va déjà mieux. J'ai du KCP en 2015. Bon, 2015, c'est pas du bon KCP, par contre. Ah, ok, attends, ça c'est quand il était à Détroit en 2015, je me demande, c'est pas sa saison rookie, saison sophomore, où il était à 12 points, 2 rebonds. Ah ouais. Non, il était même à 13 points, 3 rebonds, une passe, 40% au tir, 34% à 3 points. Il y a beaucoup de similitudes, d'un point de vue statistique, il y a des similitudes. J'ai du Karasef 2016, bon là c'est sombre, c'est très sombre comme comparaison. J'ai Joe Johnson 2003. Joe Johnson 2003, ça doit être saison vieux, rookie aussi. Déjà Joe Johnson, c'est vieux, donc 2003, ouais, saison sophomore aussi, 9 points, 3 rebonds, 2 passes, 39% au tir, 36% à 3 points quand même. Bon. Je vais en sauter quelques-uns, mais j'ai du Malik Beasley 2019, j'ai du Paul George 2012, j'ai du Kelly Oubre 2018, et j'ai quand même Marcus Smart 2016, quand même. Qui pour nous, on va le dire, est quand même la compa la plus proche, avec un Jrue Holiday. C'est quand même ça pour nous, je pense. Ouais, il peut y avoir du Avery Bradley, hein. Oui. On a tendance à le sous-estimer parce que Avery Bradley, voilà, devient... parce qu'il est un peu vieux, mais faut quand même pas oublier qu'Avery Bradley, quand il était à Boston, c'était je crois qu'il y a des All Defensive. Ouais, il y a 2 All Defensive pour Avery Bradley. Donc ça doit être à l'époque où il était à Boston, je pense. Donc ouais, et puis faut pas oublier, ouais, là je suis en train de voir les stats, il y a des saisons d'Avery Bradley où le mec est en 16 points, 6 rebonds, 2 passes, à 39% à 3 points. La dernière saison qu'il fait à Boston, là où il y a Isaiah Thomas, la 2016-2017, le mec est quand même en 16-6-2 à 39% à 3 points, donc voilà, on a tendance à un peu se foutre de sa gueule, mais Avery Bradley, quand tu prends 6 rebonds par match alors que tu fais 1m90, franchement, c'est que voilà, t'es plutôt bon. Donc ouais, et pour moi oui, c'est Marcus Smart en moins bon créateur, parce que Marcus Smart est capable de jouer meneur. Là je sais plus à combien de passes décisives il tourne par match, je crois qu'il est à 4 ou 5 par match. Donc ouais, c'est une espèce de mix entre du Marcus Smart, du Jrue Holiday, un petit peu de Jimmy Butler au tout début de carrière, même s'il aura jamais le jeu à mi-distance, mais dans un profil physique, cardio, capable de jouer de grosses minutes tout en défendant fort. Voilà, c'est un peu les compas, il n'y a pas de joueur vraiment, tu peux dire il va devenir comme ça. C'est un mix entre plusieurs profils, je trouve. Non, je te rejoins complètement là-dessus. Ouais, je te rejoins complètement. Ça reste quand même du Marcus Smart, pour moi. Ça reste la meilleure compa encore actuellement. Tu vois, même s'il n'y a pas ce côté créateur, tu l'as bien dit. Peut-être un peu plus shooter dans le futur, parce que Smart, c'est aussi régulier, en fait. Hein, donc, Smart, en fait, j'ai l'impression que Smart, c'est plus un problème de sélection de tir qu'un problème de réussite au tir. Oui. Bon, après, cette année, il est à 30% à 3 points. C'est vraiment mauvais. Mais il y a des saisons où il est à 36, tu vois. Mais tu vois, le pourcentage en carrière de Marcus Smart, c'est moins de 32% à 3 points. C'est pas élevé. Donc, je pense qu'à 3 points, tu fais un concours à 3 points entre Luguentz-Dort et Marcus Smart. Je suis pas loin de dire que c'est Luguentz-Dort qui l'emporte. Hein. Ouais, peut-être. Je pense qu'il est meilleur shooter que Marcus Smart. Hein. Je pense que même je pense aussi. Si t'enlèves la création, parce que Marcus Smart est quand même à 5,5 assists cette année, il était à 5,7 l'année dernière. Mais si t'enlèves la création, je pense que Dort est un meilleur attaquant que Marcus Smart. Ouais, je pense aussi.
Parlons contrat maintenant, parce que Dort, il avait signé en 2019-2020 un contrat de 4 ans, avec de l'argent pas garanti, mais très peu d'argent, parce que cette année, D'ailleurs, il gagne un... il faut se rappeler, vas-y, juste, excuse-moi de te couper, mais quand t'as fait la rétrospective, là, justement, parce qu'on parle de prolongation de Lugensdorf et qu'il arrivait à la fin de son two-way, faut pas oublier que le gars ne s'entraînait pas avec l'équipe. Il Oui. s'entraînait avec la G-League pour qu'on puisse économiser, enfin, pour Des pouvoir jours de économiser match. des jours de two-way, parce qu'à l'époque, ouais, bah, c'était l'une des premières saisons des two-way, je crois, ça faisait 2-3 ans que ça existait, c'était vraiment la première année où quelqu'un abusait du two-way contract de cette manière-là. Je crois que depuis, ils ont réformé en plus le truc. Je crois qu'il n'y a plus de jours maximal pour les two-way avec l'équipe, justement, depuis Ouais, je cette sais plus saison. comment c'est maintenant. Bah, je sais pas, parce que tu vois, un Wiggins a été laissé au repos à un moment. Je sais pas. Je sais plus, je suis pas sûr. Je crois que, je suis pas sûr, à vérifier. Tom, si tu nous écoutes, tu dois certainement le savoir, mais je crois qu'il y a plus, ou alors ils ont augmenté la durée, mais à l'époque c'était 90 jours. Et oui, Lugensdorf ne s'entraînait même pas avec l'équipe première, s'entraînait avec la G-League, donc le mec s'entraînait pas avec l'équipe, il arrivait, il jouait, il était fort. Donc voilà, c'est bien de le rappeler parce que ça me faisait mal. Du coup, cette année, il gagne quand même 1,7 million, presque 1,8 million, Non garanti, hein, attention. Non, pas seulement garanti. Et l'année prochaine, 1,9 million, partiellement garanti aussi. Pour la production de ce joueur et son impact, etc., vous vous rendez bien compte que c'est un vol. C'est du Non, vol. c'est pas loin d'être le meilleur contrat rapport qualité-prix de toute la NBA. Hein. Honnêtement, ouais. Honnêtement, ouais. Je pense. Du coup, il sera susceptible d'être prolongé l'année prochaine. Dès cet été, hein, si je dis Dès pas cet de été, bêtises. ouais, c'est ce que je calculais. Est-ce que ouais, cet été, il peut, sûrement. Parce que là, le Euh, contrat... Ah, pas sûr, parce qu'il a signé quoi, 4 ans. Ah, je sais pas comment ça marche. Parce que normalement, tu peux avoir une prolongation de contrat. Encore une fois, Tom, tu sauras mieux que nous, donc libre à toi de rectifier. Mais je crois que tu peux prolonger le contrat d'un joueur s'il a signé un contrat de 3 ans et s'il rentre dans sa troisième année. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, il pourra être prolongé. S'il peut pas être prolongé cet été, il pourra l'être en cours de saison l'année prochaine, ça c'est sûr. ouais. La question, elle est simple. C'est combien il y a sur la table et combien de temps. C'est une question qu'on a souvent, ça, en plus, d'ailleurs, Constant. C'est 78 sur 4. À l'heure actuelle, c'est du contrat idéal, c'est du 17-18 millions par an pour Lugensdorf. Franchement, je trouve que c'est un bon compromis pour les deux. C'est pas mal, hein. À titre de comparaison, parce que voilà, c'est toujours C'est ça bien qui est de savoir intéressant. d'où Ouais. on vient. Mm. Marcus Smart, cette année, il touche 14 millions, mais il a signé une prolongation il y a pas longtemps. Il va toucher 16 millions l'année prochaine, 18 dans 2 ans, 19 et 21. Tu vois, tu peux le mettre à ce niveau-là. Tu peux le mettre à ce Ouais, niveau-là. Je c'est trouve pas honnête, ça hein. déconnant de payer, Si tu payes Marcus Smart 19 millions la saison, je trouve pas ça déconnant de payer tout autant Lugensdorf. Encore plus dans une équipe où il va devenir voilà, on l'espère que le Thunder va devenir une équipe compétitive au bout d'un moment, on sait pas quand, mais au bout d'un Mais il y a moment. peut-être cet aspect-là, d'ailleurs. Est-ce que tu veux mettre de l'argent sur un joueur comme Dort Oui, dès parce que t'as du maintenant? cap. Oui, bon, alors moi, la question, je se pose même pas, je te le dis, je suis Ouais, honnête avec enfin, toi. si tu mets pas de Mais l'argent sur Lugensdorf, genre, t'en mets plus sur tu la personne. mets sur quoi. qui? Oui, ouais, c'est ça. C'est comme si t'en mettais pas sur chez avant, etc. Non, mais Voilà, bon, là-dessus. Mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui se disent, bah, j'aurais peut-être, bon, pas prolonger chez, je sais pas. Mais est-ce que tu veux déjà te barrer un peu en termes de salaire avec chez Dort, etc. pour des joueurs comme ça, oui, sachant que Ouais, moi je voilà, le fais. tes meilleurs joueurs, ils seront sous contrat rookie. Enfin, tes autres meilleurs joueurs, de toute façon, ils seront sous contrat rookie pendant un sacré paquet de temps. Donc après voilà, je sais que dans la team de Kemdo, par exemple, je sais plus, je crois que c'était Adrien ou je sais plus, Adrien ou Ben, je sais plus, qui soulevait le point que par exemple, est-ce que la valeur marchande de Lugensdorf correspond à, enfin, la valeur actuelle de Lugensdorf, est-ce qu'elle sera aussi élevée que son rendement sur le terrain? Tu vois, parce que là, la valeur marchande de Lugensdorf, de par son contrat, de par son niveau, elle est très élevée. Est-ce qu'il rendra vraiment sur le terrain ce qu'il vaut en valeur marchande? Tu vois, dans la team de Kedo, il y en a qui se posent la question. Après, ça parlait Pour aussi moi, t'es que c'était obligé, mieux mais de le trader lui en termes de valeur et de garder Beasley, tu vois.
Ça, c'est pas la team de Kebdo, par contre. Si, je crois bien. Si, que Bazley avait un profil différent par rapport à un Dort, etc. Si, je crois que ça a déjà été mentionné. Je tire pas sur exprès, mais je crois que ça a été mentionné. Bah, en tout cas, j'ai pas le souvenir. Mais non, mais dans tous les cas, non, bah, c'est sûr que le profil est différent. Peut-être même que le potentiel de Bazley est plus élevé que celui de Dort. Mais après, est-ce que le potentiel de Bazley va réellement se montrer un jour? Ça, c'est autre chose. Non, mais pour moi, Lugansdort, t'as besoin de Lugansdort dans une équipe qui va au titre, même dans une équipe qui espère aller plus loin que le premier tour des playoffs, parce que voilà, gros défenseur, capable de s'ajuster, hein, tu vois, voilà, je pense que quand tu auras une équipe un peu plus compétitive, avec peut-être un peu plus de ball handler et un peu plus de qualité en attaque, je pense que tu auras des matchs où Lugansdort sera un peu en retrait, tu auras des matchs où si le Thunder est un peu plus en galère offensivement, il sera capable justement de poser un dribble et de pouvoir scorer en drivant, etc. Donc non, pour moi c'est un joueur que tu as besoin d'avoir dans ta team. Et après, on l'a peu mentionné, mais c'est aussi parce qu'on n'a rien à dire dessus, c'est en termes de comportement, il est parfait. Il est exemplaire. Hein. Il est exemplaire, c'est le culture guy actuel, c'est le guy ultime, enfin voilà, encore une fois, il est encore plus important parce qu'il a cet aspect-là. Ouais. Et voilà. Donc encore une fois, rien que par cet aspect-là, il est encore plus important, et ça confirme tout ce qu'on a pu dire avant, et ça confirme pourquoi il progresse autant. Aussi, il faut le dire, voilà, ce genre de joueur progresse toujours. On va arriver au bout de ce podcast, ça fait un peu plus d'1 heure, je pense, qu'on parle de Lou Dort. N'hésitez pas à réagir, à donner votre avis sur les différents points qu'on a abordés. C'est toujours intéressant de voir, vous, si vous avez une vision différente, si vous avez peut-être d'autres stades, si vous avez d'autres choses à nous dire. Donc, abonnez-vous partout, YouTube, Twitch, bientôt on sera de retour pour les lives, toutes les plateformes d'écoute, bien sûr, pour le format audio, Twitter, Instagram, voilà, allez sur le site régulièrement, partout. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, pas la semaine prochaine, normalement. Non, si mais non, mais on garde, si tout va bien la semaine prochaine, on un petit peu sous le pied. Ouais, bah, et si ça se trouve, dans 2 semaines, il y en aura peut-être pas non plus, parce qu'il y en aura un qui sera bloqué à la frontière du côté de l'Oklahoma. Mais au pire, voilà, je ferai des lives tout seul avec Pierre en direct depuis la zone de quarantaine. Ça, y a pas de problème. Ça peut être intéressant. Mais on sera de retour très vite. Après, il y aura les podcasts de fête. On va essayer de vous prévoir des petits trucs, etc. On espère que le Thunder sera un peu plus compétitif cette semaine que la semaine dernière. On va faire pire. Tu peux pas faire pire. De toute façon, tu peux pas faire pire que le dernier. Voilà, on se retrouve très vite. Bonne nuit NBA à tous. On espère que vous serez là quand même pour le prochain match malgré la mauvaise expérience du dernier. Et à bientôt. Salut. Salut.